Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les Initiés. Aujourd'hui, on est avec Jeanne qui est céramiste et on va la laisser se présenter. Bonjour Jeanne. Salut Élise, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Je suis grave contente que ça te plaise. Jeanne, c'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire de la céramique ? Alors c'est vrai que j'ai pas un parcours, on va dire, classique. Je viens plutôt d'un milieu scientifique. Donc pour tout te dire, moi à l'école j'étais plutôt bonne élève. Et donc on m'a un peu dirigée vers une classe prépa. Donc j'ai fait maths sup, maths spé. J'ai fini dans une école d'ingénieurs, très loin des beaux-arts et des écoles d'art. Mais vraiment je suis hyper contente de ce parcours parce qu'il est quand même plutôt atypique. Après mon école d'ingénieur, j'ai pris un poste en CDI dans une boîte en étant chef de projet. Sauf que, en fait, ce métier, ça me convenait vraiment pas. On va dire, je me sentais vraiment pas à ma place. Je m'ennuyais beaucoup. Enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais. Un beau jour, j'ai décidé de quitter mon taf comme ça du jour au lendemain. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait. En mode quête de sens pour la suite Ouais, voilà, un peu quête de sens, un peu me dire ok, bah là, c'est bien, je gagne bien ma vie et tout ça, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire tous les jours jusqu'à la fin de ma vie? Je suis pas sûre, quoi. Et donc, quand j'ai démissionné, je savais vraiment pas vers quoi je voulais me diriger. Et j'ai décidé de partir 3 semaines après ma démission faire le pèlerinage de Compostelle, un chemin qui part du Puy-en-Velay, qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est en Espagne. Donc c'est, on va dire, 1600 km de marche. C'est vraiment énorme. Ouais, c'est pas la petite rando du samedi matin, quoi. C'est vraiment un beau parcours de marche. Et donc je suis partie 2 mois marcher. Ah, ça a duré 2 mois l'entièreté du voyage ? Ouais. Ok. Oui, en effet, c'est pas la rando du dimanche. Ouais, c'était vraiment 2 mois où tous les jours, je marchais 30 km par jour en moyenne. C'est assez sport, on va dire. Ouais. Mais en fait, je m'étais trop dit, ouais, avec ce voyage, je vais trop trouver un truc qui va me plaire. Je vais trouver le métier de mes rêves en marchant. Spoiler alerte, j'ai vraiment rien trouvé de ça. Enfin, j'ai pas du tout trouvé quel métier je voulais faire en faisant ce pèlerinage. Mais en revenant à Paris, je me suis dit, ok, bah là, il faut que je me pose les bonnes questions. À ce moment-là, j'étais un peu en recherche active de ce que je voulais faire. Donc, c'était vraiment, on va dire, des tests de métiers. Au début, je voulais être écrivaine. Après, je voulais faire... Enfin, voilà, j'ai testé vraiment beaucoup de métiers pour voir ce qui me plaisait. Ouais. Et en fait, un jour, j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, j'ai rêvé que j'étais céramiste. Mais j'avais jamais fait de céramique de ma vie, enfin j'avais jamais touché la terre. Donc je me suis levée et j'ai dit à mon conjoint, ah c'est bon, j'ai trouvé, je vais être céramiste. Et lui il me dit, mais t'as jamais fait de céramique? La révélation du rêve. Ouais, c'était vraiment, c'était un peu comme une révélation, mais après, bon, des fois je rêve que je suis astronaute, ça veut pas dire que je vais être astronaute non plus, mais c'est juste que là je me suis dit, ok, ben peut-être que c'est une piste à explorer. Donc suite à ça, j'ai fait un cours d'initiation à Paris. Et bah franchement, j'étais super nulle, mais par contre, j'ai vraiment adoré jouer avec la terre, découvrir les mouvements du tour. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qui me passionnait. Enfin, vraiment, c'était un truc de malade. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais en faire mon métier. Ça t'a vraiment convaincue pour justement poursuivre à partir de ce moment-là. Ouais, voilà. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite du coup ? Parce que tu te dis, ça c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. Ouais, voilà. Enfin, après, bah, bien sûr, ça se passe pas du jour au lendemain. Oui, c'était un autre chemin de Compostelle, c'était le chemin de la céramique. Pour tout te dire, ça a commencé, mon premier cours d'initiation. Après, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Sauf que j'ai regardé un peu sur Internet, les formations de reconversion, c'est autour de 10 à 15 000 euros pour 6 mois, 1 an. Vraiment, pour moi, c'était trop cher, quoi. Enfin, j'avais pas cet argent-là. Je venais de quitter mon travail. Enfin, j'étais pas non plus dans une situation à l'aise financièrement. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, il doit y avoir d'autres chemins. Et à partir de là, j'ai acheté un pain de terre de 10 kilos. Et là, tous les jours, j'étais vraiment malade de céramique. Donc, je me levais à 7h du mat. Et le seul truc que j'avais envie de faire dans la journée, c'était de la céramique. Donc au début, bon, c'était vraiment pas fameux, enfin c'était plutôt nul même. Mais c'est comme ça que j'ai un peu appris.
Et je me suis inscrite au CAP tournage alors que j'avais pas encore de tour chez moi. Et donc, je pouvais pas apprendre. Et tu pouvais pas pratiquer chez toi en rentrant Exactement, enfin, j'avais pas encore de tour. Et en fait, quand je me suis inscrite, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai encore 6 mois, je vais passer le CAP, ça va aller. Enfin, vraiment hyper naïve. J'étais vraiment dans le déni de ce que c'était vraiment de passer son CAP. Et ensuite, du coup, j'ai acheté un tour et j'ai commencé à apprendre chez moi. Mais là, je voyais que c'était pas possible de faire que ça. Et du coup, j'ai trouvé un stage dans un atelier partagé, travaillé 6 mois dans cet atelier. Et ensuite, j'ai passé mon CAP. Je l'ai eu, j'étais très contente. Et après, j'en ai fait mon métier. Oui, le parcours était en fait assez intense en fait finalement. Le temps de trouver avec le CAP et tout. Et ces 6 mois, du coup, ça s'est bien passé vu que c'était en collectif, du coup, il me semble. Tu étais avec d'autres personnes. Oui, voilà. En fait, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'était quand même assez difficile parce qu'en fait, ils m'ont embauchée en tant que stagiaire. Je travaillais 20 heures par semaine pour eux. En fait, c'était un peu les tâches, recycler la terre, déplomber des émaux. Enfin, vraiment, c'était un peu des tâches de nettoyage, de gestion qu'on n'a pas trop envie de faire. Mais c'était hyper enrichissant parce que c'était vraiment un atelier partagé que de céramique. Du coup, il y avait plein de céramistes différentes qui avaient des parcours différents. Ça m'a permis aussi beaucoup d'apprendre les bases de la sécurité, les émaux. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup formée, en fait, ce stage. Ouais, tu as appris différentes techniques justement en étant avec d'autres personnes, avoir des visions différentes, des expériences différentes grâce à ce collectif, quoi. Ouais, c'est ça vraiment la force du collectif, c'est vraiment de pouvoir justement apprendre plein de choses de tout le monde et au fil des discussions, on progresse et on apprend plein de choses, quoi. Et justement, ce côté collectif, c'est quelque chose que tu aimerais retrouver ou c'est quelque chose peut-être que tu as déjà retrouvé aujourd'hui, peut-être? Après mon stage à l'atelier partagé de céramique, j'ai voulu me tourner dans un collectif artistique qui était plus diversifié. Okay. Donc, je me suis retrouvée dans un atelier partagé, mais cette fois-ci avec plusieurs médiums artistiques. Donc, il y avait une chapelière, un ébéniste, il y avait plein de métiers différents autour de l'art. Et ça, j'avais vraiment aimé parce que justement, ça crée plein de synergies entre différentes pratiques artistiques. Enfin, je trouvais ça vraiment chouette. Et malheureusement, ce lieu, il a fermé. Ok, super triste. Il a fermé parce que souvent, c'est des baux qui sont précaires et donc c'est à durée limitée dans le temps. Mon objectif pour mon prochain atelier, c'est pouvoir justement créer cette synergie d'artistes et de pouvoir accueillir plein d'artistes qui pourraient exposer leurs pièces dans mon atelier. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais c'est un super chouette projet, en vrai. Ouais, comme ce podcast qui est un super chouette projet. Ah, c'est trop gentil, merci. C'est vraiment cool, justement. C'est quelque chose, je pense, que tu dois apprécier, du coup, de créer en collectif. Et si tu veux retrouver, effectivement, cette même énergie, c'est que ça a dû aussi, toi, te marquer en mode c'est ça que je veux retrouver par la suite. Oui, c'est vraiment... moi, je trouve que l'art et tout ce qui est création artistique, c'est super de pouvoir en faire. Et je pense que ça aide beaucoup de gens à s'exprimer aussi. Mais je trouve ça dommage de le garder que pour soi et je trouve ça encore mieux de pouvoir le partager, de pouvoir... justement, quand on est artiste, on a des questions qui sont propres au métier artistique. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes parcours, qui n'ont pas les mêmes environnements de travail. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Du coup, après avoir appris pendant ces dernières années plein de choses, qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc je suis céramiste. Ce que je pratique, c'est beaucoup de pièces qui sont plutôt utilitaires. Okay. Donc ça va être des tasses, des bols, des assiettes. Parce que pour moi, c'est important de faire des pièces qui sont accessibles à tous. Et j'aime beaucoup le fait que mes pièces, elles soient utilisées au quotidien par d'autres personnes. Et donc moi, je fais principalement du tournage et un peu de modelage. Ça part de l'idée à la dernière cuisson. C'est tout le processus de création. Comment tu arrives justement à mettre ta patte artistique sur tes créations aujourd'hui ? Suite au chemin de Compostelle, je me suis beaucoup rapprochée de la nature et je pense que j'étais très sensible à la nature avant. Et donc moi, mes inspirations, c'est beaucoup ce qui m'entoure et c'est notamment, ça va être les fleurs, ça va être les feuillages, ça va être voir la nature reprendre vie durant l'hiver et du printemps. Voilà, c'est vraiment tout ce processus de vie qui m'intéresse et c'est beaucoup ce que j'essaye de transmettre à travers mes pièces. J'habite en banlieue parisienne et du coup je suis beaucoup enfermée dans mon appartement et avoir des pièces qui
qui permettent d'exprimer justement cette nature. Ça rajoute quelque chose de très chaleureux à l'intérieur de chez moi et voilà, pour moi c'est très important. Du coup, genre vraiment avoir sa bulle en mode genre se retrouver seul avec soi-même et pouvoir créer, c'est un peu la base pour toi. Moi, j'ai l'impression d'être plutôt introvertie et le fait d'avoir ça, d'avoir la possibilité de pouvoir m'exprimer grâce à des pièces, ça me permet de dire des choses que j'arrive pas forcément à exprimer aux autres en temps normal, quoi. J'ai pris du temps à m'avouer que c'était très thérapeutique pour moi. Parce qu'au début, j'étais vraiment dans ce moment assez charnière où tu travailles beaucoup et tu donnes beaucoup et tout ce que tu veux faire, c'est vraiment apprendre. Et moi, j'avais ce but de CAP, donc pour moi, c'était juste, il faut que je crée, il faut que j'apprenne, il faut que je l'ai. Enfin, vraiment, j'étais un peu très focus, très enfermée avec mes œillères de OK, je vais apprendre à tourner parfaitement mon cylindre. Enfin, vraiment, j'étais un peu comme ça. Et une fois que la période du CAP est passée, c'était un peu le moment où je cherchais quelle pièce je veux faire, comment je vais vivre de la céramique, quelle couleur je vais utiliser. Enfin, vraiment, c'était un peu la recherche de style, ce qu'on appelle un peu trouver sa patte, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, ce qui était important pour moi dans mes créations, c'était que, les personnes qui regardent et qui obtiennent les créations, elles se sentent bien et dans un moment chaleureux quand elles utilisent mes pièces. Et de deux, il fallait que moi, ça me permette d'exprimer ce que je ressentais au plus profond de moi-même. Et tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais très introvertie et il y a plein de choses chez moi qui ont vraiment du mal à sortir. Ça peut être des périodes de deuil que j'ai très mal vécues, ça peut être de l'harcèlement, enfin voilà, tous des petits traumatismes. Ouais. Et en fait, ces traumatismes-là, j'ai du mal à les extérioriser auprès des autres. Quand je fais mes pièces, j'ai un peu l'impression de me libérer de ces traumatismes. Ouais. Et quelquefois, ça peut être très, pas violent, mais tu vois, je vais être sur le tour et en fait, pour moi, ça va être très imagé et je vais imaginer que la terre que je monte, c'est, je sais pas, quelque chose que j'ai vécu et je vais le prendre avec plus de douceur et plus de recul. Et pour moi, ça a vraiment été, dans un second temps, ça a été très libérateur en fait. Ok. Par rapport à l'intensité que tu donnes à tes mouvements, de vraiment créer un truc qui ressort de ces émotions-là, je trouve ça assez fou. Enfin, on ne pense pas vraiment en voyant des pièces que tu fais qu'il y a vraiment genre autant d'émotions dans... Ouais. Parce qu'en fait, quand on a la pièce, on s'imagine pas le processus de création qu'il y a derrière. Et surtout en céramique, c'est des processus qui sont très longs. Et donc quelquefois, tu vois, quand tu fais ton prototype, tu vas un peu être là en mode OK, celui-là, je vais lui mettre un coup de poing parce que je suis vraiment énervée contre la vie. Et après, le prendre avec plus de douceur et te dire OK, mais peut-être que ce traumatisme-là, il m'a fait beaucoup de mal. Mais en fin de compte, il faut que j'arrive à en sortir quelque chose de très fort. Et comme tu disais tout à l'heure, on va dire poétique pour un peu... accepter que ça fasse partie de nous. Du coup, il y a vraiment cette libération d'émotions, principalement quand tu pratiques la terre, en fait. Ouais. Mon style, c'est beaucoup des dessins. Après, mes dessins, c'est quand même beaucoup de fleurs, beaucoup de choses qui sont doux et délicats. Mais je pense que le choix des couleurs, le choix des positionnements et tout ça, ça raconte aussi quelque chose qui m'est propre. Et peut-être que quand on regarde la pièce, on se questionne pas sur pourquoi elle a décidé de faire une tige comme ça, pourquoi cette forme-là. Même moi, quelquefois, c'est très inconscient. Je me dis pas là, je vais mettre du jaune car il faut un peu plus de soleil sur cette pièce. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a un peu ce lien-là, quoi. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je pense qu'il y a ce lien qui est très transcendant et qui est impalpable et juste qui s'exprime à travers mes pièces, quoi. Les illustrations que tu fais qui vont sur tes pièces, c'est... Comment est-ce que tu procèdes? C'est les trucs que tu as vus? C'est des choses où tu dis là j'ai envie de faire une thématique hyper précise, des pièces où il n'y aura que un thème particulier? Est-ce qu'il y a un thème en particulier des fois qui revient? Alors moi j'aime beaucoup travailler avec les couleurs primaires. Et en fait au début c'était très inconscient et depuis pas longtemps je me suis rendu compte que ce choix-là il était fait parce que moi j'ai envie que mes pièces soient assez accessibles, que les couleurs primaires en fait c'est
les couleurs que tout le monde connaît, tout le monde aime. Je pense que peut-être 80% de la population, leur couleur préférée, c'est le bleu. Enfin voilà, je pense qu'il y a un peu ce lien qui est important pour moi, qui est d'avoir des pièces qui parlent à beaucoup de monde, qui soient accessibles et chaleureuses. Et je pense que ça passe aussi par les couleurs. Ensuite, pour le thème, je sais qu'il y a beaucoup les fleurs qui ressortent. Les fleurs, ça me touche beaucoup. Voilà, je suis pas fermée à d'autres thématiques. Tu as déjà expérimenté d'autres thématiques peut-être? J'aime bien traiter des thématiques qui me touchent. Là, j'ai travaillé sur une collection qui est la collection Escalade, qui est une collection qui vient en fait de ma pratique de ce sport depuis quelques temps. Et j'ai posé la question sur mon Instagram, est-ce que ça intéresserait quelqu'un des tasses escalade? Parce que moi, j'avais envie d'en faire pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées, donc je pense que aussi les personnes qui me suivent, c'est des gens qui me ressemblent aussi. Donc j'ai pu explorer cette thématique-là aussi. Combien de temps est-ce que tu mets lors de ton processus de création, du début jusqu'à la fin de tes pièces? Alors c'est vrai que moi j'ai un long processus de création. D'accord. Donc je te propose de te présenter ce processus avec ma collection Escalade. Comme ça tu te rendras peut-être un peu plus compte du processus. Donc pour les tasses Escalade, c'est vrai qu'il y a des tasses qui sont assez connues, qui sont en fait des tasses avec des anses, avec la anse qui est en forme de prise d'escalade. D'accord. Sauf que moi j'avais envie de me remuer un peu plus les méninges. Et dans ce cas-là, j'ai commencé par prendre une feuille blanche. Et en fait, sur cette feuille blanche, j'ai noté tous les termes qui me parlaient par rapport à l'escalade. Donc ça peut être des termes techniques, ça peut être des sensations, des émotions, des phrases qu'on dit quand on est à l'escalade. Voilà, c'est vraiment tous les mots qui me passent par la tête. Suite à ces mots-là, je vais partir d'un mot. Par exemple, on va partir du mot corde. Et de ce mot-là, on va essayer de tirer 2-3 idées de pièces utilitaires qu'on pourrait faire avec la corde. D'accord. Donc, par exemple, pour corde, on pourrait se dire je vais faire une anse en forme de corde, je vais faire une corde à l'intérieur, comme si quelqu'un se faisait remonter à l'extérieur de la tasse. Je vais mettre la corde sous le pied. Enfin voilà, il y a plein d'idées possibles. Et suite à ces idées-là, je vais me poser la question, est-ce que c'est réalisable techniquement? Par exemple, pour la corde escalade, c'est réalisable techniquement, mais par exemple pour nettoyer la tasse, c'est vraiment pas pratique parce que ça peut vite se casser. Voilà. Donc dans ce cas-là, je peux pas faire cette pièce parce que moi c'est vraiment l'utilitaire que je cherche dans mon travail. Donc une fois que j'ai mes idées, je vais enfin passer au dessin. Donc là, ça va vraiment être, je vais choisir les couleurs, les formes, et à partir de ces dessins, on va enfin mettre les mains dans la terre. Donc on va tourner la pièce. Ensuite, le lendemain, on la tournasse, donc on fait le pied et tout ça. Ensuite, on va ajouter des choses, mettre les couleurs. Voilà, ça peut prendre 2-3 jours, ça dépend un peu de la texture de la terre. Puis, on va laisser sécher pendant 10 jours. Une fois que c'est sec, on va le mettre dans un premier four qui s'appelle le four de biscuit, qui est un four qui monte à 980 degrés et qui dure grosso modo 2 jours. Ensuite, on va émailler la pièce. Et une fois que c'est émaillé, on va la mettre dans le four d'émail qui, cette fois-ci, monte à 1280 degrés. Et une fois que c'est cuit, on va avoir le premier prototype. Donc là, c'est un peu la surprise. Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce que ça va pas nous plaire? Des fois, il y a des mauvaises surprises. Dans ce cas-là, il faut tout recommencer le processus. Donc vraiment, en termes de temps, on est plutôt autour de 3 semaines, 1 mois pour une pièce. Après, ça peut durer beaucoup plus longtemps. En fonction si ça te satisfait ou pas. Ouais, selon les échecs qu'on rencontre. Le fait que tu fasses la première cuisson en biscuit, je sais pas si ça se dit comme ça. Si, c'est bien, ouais, biscuit. La première cuisson, est-ce que tu peux réutiliser les pièces après si elles ne te conviennent pas? Malheureusement, c'est pas possible parce que après la première cuisson, la pièce, elle passe dans son point quoi. Donc en fait, grosso modo, c'est tous les atomes d'eau qui s'évaporent dans le four. Donc tous les atomes sont serrés et là, c'est impossible de le retransformer. Donc si on rate son biscuit, après, on peut seulement utiliser la pièce comme test d'émail. Mais sinon, c'est perdu à tout jamais. Une pièce que tu pourras vendre. Peut-être on peut, par exemple, des fois il y a des pièces que j'aime pas du tout qui sortent en émail. Et dans ce cas-là, je travaille avec des personnes qui font des meubles recyclés. Et eux, ils cassent les pièces et ils le mettent dans du béton coulé. Et ça donne en fait des reflets de céramique dans le béton. Et c'est hyper sympa.
Oui, du coup, je voulais savoir s'il y avait d'autres pratiques écologiques justement que tu voulais mettre en place, notamment comme la monocuisson. C'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui est écologie. C'est vrai que je suis très sensible à la nature. Donc j'aimerais beaucoup mettre la monocuisson dans mes pièces. C'est en cours de recherche. Ce qui est difficile avec la monocuisson, c'est qu'on a quelquefois des mauvaises surprises. Par exemple, ça peut être un engobe qui bulle et dans ce cas-là, il faut réfléchir à son processus créatif, mais j'espère à terme avoir au moins 80% de mes créations qui sont faites en monocuisson. C'est un peu une fierté de pouvoir se dire ok, j'ai fait l'effort de faire des recherches pour avoir des pièces qui ont du sens. Peut-être que du coup, pour l'atelier, on va explorer une nouvelle thématique. Du coup, tu as choisi la thématique de la méditation et la marche. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre après sur cet atelier-là toutes les deux ensemble, à explorer des mots, des formes, des dessins autour de cette thématique-là, pour essayer de reprendre un peu justement ton processus de création et s'en inspirer. Avec plaisir. Je te propose qu'on prenne le matériel que tu veux, celui qui te tente, et qu'on écrive des mots, qu'on dessine autour de cette thématique-là. Et puis, comme ça, après, peut-être que tu te lanceras dans une nouvelle collection, peut-être. Ok, trop chouette, j'ai hâte de commencer. Ok, c'est parti. Alors moi, je sais pas toi, mais ça m'arrive de faire des séances de pleine conscience. Ok. Est-ce que tu en as déjà fait ? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais toi, tu les fais comment, tes séances de pleine conscience? Moi, la pleine conscience, c'est quelque chose que j'ai testé en étant en école de design graphique. Ok. Et en fait, vu qu'on avait pas mal d'épreuves et tout, ils se sont dit ça pourrait être bien que, pour ne pas être trop stressé en tant qu'élève, que vous pratiquiez un peu de pleine conscience. Et du coup, on avait des rendez-vous genre tous les mardis soirs, en visio en plus, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore le Covid. Ok. Genre un peu bizarre. Mais les séances, elles duraient 1 heure. Et du coup, on s'asseyait sur nos chaises, on mettait nos caméras. Et puis après, on faisait des petits exercices de respiration et tout. Et en fait, ça a duré, je pense, 3 mois. C'était vraiment super chouette. Et après, je me suis dit, mais ça serait trop bien de continuer. Bon, forcément, les cours, c'est un peu plus cher. Mais du coup, il y a plein d'applications comme ça, Ouais. moi, que j'aime bien. J'ai essayé genre Petit Bambou ou même sur Netflix, il y a un truc qui s'appelle Headspace. Je sais pas si tu connais. Non, j'ai pas. Mais par contre, je connais l'application Petit Bambou. Oh, ouais. Que j'avais essayé à l'époque où j'étais encore ingénieure et j'avais pas du tout accroché avec cette appli quoi, avec cette façon de faire. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent moi j'arrive pas à méditer, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire et tout. Et en fait, pour moi, la méditation, ça passe par des activités que on peut faire qui demandent d'être un peu dans ce flow. Donc, par exemple, pour moi, faire de la céramique, c'est de la méditation. Marcher, c'est de la méditation. Je sais pas si ça t'arrive, mais tu sais, des fois, tu es allongé dans ton lit et en fait, juste tu phases et tu planes et Enfin, tu vois, c'est un peu un moment de... Pas rétrospective, mais où du coup, tu peux prendre du temps pour penser à toi et penser genre en mode te recentrer peut-être sur tes pensées, en mode... T'as un temps où tu inspires. Tu te stoppes dans la respiration et après tu expires pendant un certain temps et tu te stoppes. Genre c'est en 4 temps. Genre on appelle ça aussi la respiration au carré. Et ça t'a aidé à calmer ton anxiété ? Ça dépend. Dans certaines situations où l'anxiété va trop fort, oui. Mais dans d'autres cas, pas trop. Quand il y a quand c'était beaucoup stressé. Exactement, quand il y a un pic de stress, je trouve que c'est plus compliqué, tu sais, à essayer de mettre en place parce que du coup, tu es déjà dans une phase très forte en émotion. Et du coup, c'est très, très compliqué, je trouve, de redescendre, essayer de faire un exercice où tu suis avec ta respiration et tu es en mode genre... je sais pas, à ce moment-là, j'ai trop de mal à redescendre après, en mode... C'est un peu trop compliqué à gérer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu artistique qui souffrent d'anxiété. Moi, c'est mon cas aussi. J'ai l'anxiété sociale plus. Enfin, surtout avant. Maintenant, ça va mieux. Depuis que je fais de la céramique, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Et c'est vrai que je pense avoir des moments dans sa journée où tu es un peu en mode méditation, même si c'est pas de la méditation consciente. Je pense que ça soulage un peu, moi en tout cas, mon anxiété. Et du coup, ton anxiété sociale, c'est en mode avec les personnes qu'il y a autour? Tu sais, des fois, quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis un peu dans mon personnage et je me dis, là, je vais arriver, je vais dire ça.
le personnage, il dure à peu près 10 minutes et d'un coup, c'est un peu genre la tempête des émotions et à ce moment-là, je sais plus comment gérer et je me referme sur moi-même et juste, il n'y a plus rien qui sort. Je sais pas, je vais être un peu en mode tout ce que je dis, c'est de la merde, il faut pas que je parle. Quand j'étais plus jeune, je me suis fait beaucoup humilier et du coup, je pense que ça m'a un peu laissé des traumatismes. J'essaye en tout cas d'avoir moins d'anxiété sociale, même si ça part pas comme ça, quoi. Ça se travaille aussi. Ouais, totalement. Et est-ce qu'il y a d'autres activités que la céramique qui, toi, te procure ce même effet qu'en mode méditation La marche, mais ça, c'est plus depuis le chemin de Compostelle, parce qu'avant, en fait, j'aimais pas parce que je m'entendais trop penser. Il y a trop de trucs dans la tête et tout. Non, je suis plus apaisée et c'est vrai que des fois je suis un peu en mental breakdown, tu vois, genre un peu je suis mal et tout. Et je vais marcher dans la rue, ça sauve pas des vies mais ça va mieux quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien passer plus de temps à marcher, mais je trouve que quand tu es dans ton quotidien et tout, c'est hyper dur de trouver ce temps-là. Enfin, je sais pas si toi, peut-être avec ton chien, tu as plus de... Avant qu'on ait un chien, moi je sortais pas, je travaillais tout le temps. J'étais tout le temps sur mon ordinateur. Ça me plaisait, tu vois, j'étais hyper contente. Le fait d'avoir le chien, du coup, maintenant, effectivement, ça permet du coup le matin de faire des balades entre 30 minutes et 1 heure. Ouais. Et maintenant, j'ai trop de mal à pas commencer ma journée comme ça. Ça me permet aussi de couper avec les écrans. Et en fait, je trouve que ça a beaucoup de bienfaits. Enfin, même du coup, le matin, des fois, je me promène. Et je sais pas, je trouve ça hyper apaisant. Enfin, j'aime bien. Des fois, je rencontre des gens, je discute et tout. Qu'est-ce que tu as mis sur ton... Je regarde pas du tout depuis tout à l'heure. Je suis en train de faire mes petits dessins en mode... Franchement, au début, j'étais vraiment focus sur le thème, mais après, je sais pas, c'est parti en... en cacahuète. En fait, je sais pas, tu me dis des trucs et ça me fait penser à d'autres choses. Et du coup, ça me permet d'extérioriser ce que tu me racontes. Il y a une étude qui montre que quand on fait des dessins ou quand on écrit, on écoute mieux. C'est vrai? Ouais. Genre, je sais pas si ça te fait, mais des fois, tu es au téléphone et juste tu écris, tu fais des carrés, tu colories. C'est pas que tu n'écoutes pas la personne, mais juste tu es concentré et ton cerveau a besoin de faire un truc en même temps. On se focus pas assez. On fait des trucs sur lesquels on est hyper en confiance, hyper à l'aise et on s'autorise pas des fois juste pour voir ce que ça donne. Et puis au pire, ça fonctionne. C'est vrai, des fois, j'ai l'impression qu'on a un peu notre ego qui nous dit ah ça tu peux pas essayer parce que tu vas être super nul et que ça va être difficile à digérer, mais en fin de compte on s'en fiche quoi. Je pense qu'à un moment donné, comme tu disais finalement tout à l'heure, des fois faut faire, tu testes, puis après tu vois si ça marche ou pas pendant le processus de création, et si ça marche pas, et tu recommences. Mais c'est vrai que tu as un peu ce truc, je trouve, avec la céramique et qui est peut-être vrai aussi dans d'autres discipline artistique, c'est que ça t'apprend vraiment à lâcher prise parce que tu vois, le processus de création il est tellement long. Le moment où tu as ton idée et le moment final, il y a 1 mois qui est passé et en 1 mois, en fait, tu as tellement le temps de changer d'avis, de te dire finalement, c'est pas grave si ce rouge il est plus vif que ce que je croyais. Et il faut lâcher prise et se dire, au pire, si je rate, c'est pas si grave, tu vois. Alors, dis-moi ce que tu as mis. Art-thérapie. Ouais, j'ai eu un petit bug. La méditation, conscience, déambulation, la marche. Finalement, ce qu'on est en train de faire, je trouve ça hyper thérapeutique. Tu veux faire mon chat. Ouais. Tu veux faire... Il devait être présent. En fait, mon chat s'appelle Watson. Et c'est pour ça que mon atelier va s'appeler Atelier Watson. Je comprends mieux le rapport avec... C'était un peu une blague. J'ai dit à mon associé, on a qu'à l'appeler Atelier Watson, mais on trouvait que ça sonnait bien, donc on l'a gardé. J'espère qu'il va nous rendre visite. En fait, le chat sera aussi à l'atelier. Ce serait très drôle. Mais d'ailleurs, là, vu qu'on est en train de parler de toutes ces idées-là et tout, quand tu fais ce genre de brainstorming, de dessin et tout, est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir d'autres hybridations d'idées ou d'objets qui te... Figure-toi que quand j'ai lancé ma collection escalade, là, parce que j'étais fan de mon chat à ce moment-là. Ok. En fait, du coup, je me suis dit, mais ce serait hyper drôle d'avoir un chat qui escalade la tasse. Ça arrive souvent d'avoir un peu des idées qui pop, qui n'ont rien à voir. Ça peut être des couleurs que je vais mélanger, des trucs, des mots de base qui sont pas du tout ensemble et qui tu dis... Est-ce que tu as des outils, toi, qui sont indispensables quand tu crées ? En fait, j'ai pas l'impression d'avoir
Enfin, si, j'ai des outils qui sont indispensables, mais c'est des outils, on va dire, plutôt classiques pour les céramistes. Ça va être des steaks, des fils à couper. En fait, je suis plutôt partisane du fait qu'au moins on utilise l'outil au début, au mieux c'est parce que tu sens vraiment les gestes, tu comprends mieux ce que tu fais. Et peut-être après, par la suite, prendre des outils pour te simplifier les tâches. Vraiment les 5 outils de base, steak, fil à couper, éponge et du bon sens un petit peu. Peut-être quand tu fais tes expérimentations comme ça, après tu dis il y a une couleur qui est phare et que tu aimerais bien reprendre. Je sais que tu travailles avec les couleurs primaires comme tu as dit tout à l'heure, mais est-ce que il y a des exceptions des fois? Oui, bien sûr, il y a des exceptions, heureusement. Sinon, je pense que je m'ennuierais si je restais collée aux couleurs primaires. Mais c'est vrai qu'en céramique, pour faire un mélange de couleurs, c'est pas comme en peinture. En fait, c'est des oxydes métalliques que tu vas mélanger avec de la terre et ça va donner des couleurs. Et en fait, si tu changes genre 1 gramme de l'oxyde métallique que tu vas faire, tu vas avoir peut-être une différence de couleur. D'accord, ok. Donc, c'est très difficile de retrouver les couleurs que tu as en dessin, avec les crayons de couleur, les peintures et tout ça, en céramique, parce que, en fait, déjà, quand tu mets ton engobe sur de la terre crue, quand il sort en dernière cuisson, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Je sais pas si tu as déjà un peu expérimenté ça. Et du coup, c'est hyper dur de se projeter. Donc, j'essaye de pas trop avoir d'expectation. Ah oui, oui. De pas avoir trop d'attentes sur il faut absolument que ce verre soit vert pomme parce qu'en fin de compte, ça tombe jamais. Oui, pareil. Du coup, c'est vrai que dans les couleurs, je suis assez limitée en fin de compte. Enfin, limitée. Oui. C'est illimité, mais ça prend beaucoup de temps pour trouver des couleurs qui me plaisent. Ce que je te propose de faire, c'est un petit Polaroid, si tu veux qu'on rassemble les dessins et qu'on prenne une petite photo, comme ça après tu pourras l'emporter avec toi. Ouais, carrément. Ça te chauffe? C'est pas le meilleur dessin du monde. Ça me rappelle, je sais pas si tu avais ça en primaire, Elmer. Mais tu vois, là où tu colories les couleurs, les petits carrés de couleurs en mode... Attends, c'est un éléphant avec plein de carrés de couleurs, c'est ça, non? Il y a un poisson aussi, je crois, avec des couleurs comme ça. Ça s'appelle pas arc-en-ciel ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Ça me fait trop rire, en fait. Mes dessins sont pas terribles, mais ils ont le mérite d'exister. Tu pourras, si tu veux le prendre avec toi après, en mode... Souvenir. Oui. Bah, je pense qu'on peut dire que notre petit atelier est terminé. Et du coup, je vais t'inviter à repasser de l'autre côté du setup. Ok, ça marche. Merci Jeanne d'avoir participé à l'atelier pour l'épisode du podcast. Je voulais aussi avoir des conseils par rapport à toi quand tu t'es lancée, s'il y a des tips que tu donnerais à des jeunes aussi qui veulent se former en céramique. Il y a plein de conseils que je pourrais donner à ceux qui veulent se lancer. Déjà, si vous pensez que c'est quelque chose qui vous attire, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer, même de chez soi. Il y a plein de magasins maintenant qui vendent des kits pour s'initier à la céramique à la maison. Il y a aussi plein de cours d'initiation qui sont disponibles dans les villes dans lesquelles vous êtes. Voilà, mes conseils, c'est vraiment, il faut se lancer, ne pas avoir peur du regard des autres. Il faut vraiment se faire confiance et suivre son intuition. Je pense que c'est hyper important. Est-ce que toi, sur des projets ou des ambitions que tu as pour cette année, est-ce qu'il y a des choses que tu essayes de mettre en place? Alors cette année, c'est un peu l'année des changements parce que du coup, je lance mon propre atelier de céramique. D'accord. Donc je suis super excitée. C'est un atelier qui va s'appeler Atelier Watson, qui sera donc un atelier où il y aura des cours, il y aura aussi nos ateliers de production et des événements autour de la culture, donc des colloques, des expositions. Voilà, on a vraiment envie de créer un lieu culturel de quartier qui permet vraiment de dynamiser un quartier autour de l'art et la culture. Et du coup, c'est Atelier Watson, est-ce qu'on peut retrouver quelque part sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez retrouver notre atelier sur Instagram. Ça s'appelle Atelier Watson. Et c'est là où on partage tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, D'accord. Pour rejoindre l'aventure, un peu pour voir l'évolution. Ouais, n'hésitez pas à venir surveiller l'évolution de ce projet. Je pense que ça va être super chouette. Et toi, on peut te retrouver en tant que céramiste sur Instagram. C'est quoi ton nom? Sur Instagram, c'est la Dame Jeanne Céramique. Je suis très active sur Instagram et j'ai aussi un blog de poterie pour ceux qui veulent apprendre à faire chez eux ou qui sont intéressés par l'histoire de l'art. Je publie souvent des articles qui expliquent un peu l'histoire de la céramike,
des petits tutos pour chez soi, des conseils, mon retour d'expérience sur plein de sujets. C'est trop bien de pouvoir aider les autres justement à essayer aussi de s'organiser et de mettre en place des projets qu'ils ont envie de mettre en place. Aujourd'hui, c'est quoi les défis que tu rencontres en tant que céramiste et que tu aimerais changer? J'ai l'impression que mon parcours, ça a été plein de défis parce que je pense que je me suis pas assez renseignée quand je me suis lancée. D'accord. Par exemple, au début, j'apprenais chez moi et vraiment, c'était un peu chaotique. Donc, je me levais super tôt pour apprendre chez moi, faire des choses en céramique. Je me souviens que, en fait, je me levais tôt et je faisais des plaques d'argile. Donc, je prenais un rouleau et je tapais sur l'argile comme une malade. Ça faisait trembler tout l'appartement. Et mon conjoint, il était en réunion sur Teams et ses collègues lui ont dit « Mais il y a des travaux chez toi, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'était juste moi qui tapait sur la terre. Donc, en fait, on a toujours des défis. Là, c'était vraiment essayer d'apprendre toute seule, sans matériel adéquat. Ça, c'était assez difficile à affronter. Et aussi, un défi que j'aimerais bien partager, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le rencontrer, c'est que quand j'ai eu mon CAP, en fait, j'avais tout de suite envie de donner des cours de céramique. C'est un des piliers de comment gagner sa vie quand on veut être céramiste. Et donc, moi, au début, j'avais postulé à plein d'ateliers, à plein de cours. Et je me suis pris tellement de murs de briques de personnes qui te disent bah non, t'as pas fait d'école, t'as pas fait les beaux-arts, t'as pas les connaissances qu'il faut. En fait, ce type de défi, je pense qu'on l'a tout le temps, peu importe la discipline dans laquelle on est. Il y a toujours un peu le regard des autres sur ce qu'on fait et comment on vit. Et si j'ai un conseil à donner, ce serait de pas écouter les personnes. Ouais, les autres, parce que moi, on m'avait dit que je pouvais pas être prof et tout ça. Et en fin de compte, quand j'ai changé d'atelier et tout ça, j'ai pu donner mes premiers cours et je me suis vraiment épanouie dans ce métier de prof. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et toujours être connecté à son intuition, quoi. Et est-ce que tu as des perspectives justement qui rejoignent peut-être aussi les ateliers Watson, mais d'autres ambitions à part atelier Watson pour toi personnellement en tant que céramiste? On va dire en rêve de ce que j'aimerais faire plus tard. En fait, j'adore faire des voyages à pied et à vélo depuis que j'ai fait Compostelle. Moi, j'aimerais vraiment, dans l'idée, partir à vélo en France et m'arrêter dans des ateliers de céramique pour rencontrer du monde, partager notre passion pour la terre. Voilà, ça, ce serait vraiment un rêve de faire un itinéraire un peu en France de rencontres culturelles. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur mon blog et je sais qu'ils sont un peu partout en France et moi j'adorerais les rencontrer parce qu'on a tous des choses à s'apporter mutuellement. Et un deuxième qui est un peu plus axé sur mes créations, j'aimerais beaucoup faire en fait une expo autour des produits kitsch. Et peut-être inviter d'autres artistes et pas avoir que mes créations, mais faire un truc un peu plus collectif. Une exposition collaborative avec une thématique... Avec une thématique kitsch, ouais. Je te remercie, Jeanne, d'être venue aujourd'hui, d'avoir passé du temps dehors. Je vais inviter nos spectateurs à aller suivre Jeanne sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir les prochains épisodes du podcast. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir!